Je vais vraiment avoir besoin de café. Je vais vraiment avoir besoin de café. Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse de ce chapitre 1033 qui a été un chapitre absolument... Je vous laisse dire ce que vous voulez au sujet de ce chapitre, mais tout ce que vous direz, je le pense. Ce chapitre était absolument dingue et il y a un truc qui me fait hyper chier, c'est que je n'ai pas pu faire de réaction live sur ce chapitre et je suis désolé, mais... Je vous explique un petit peu ce qui s'est passé et pourquoi j'ai pas pu le faire tout simplement hier. J'ai été à la TGS, la Toulouse Game Show, et ça a été un truc absolument de dingue. Sauf que Toulouse, c'est dans le sud de la France, mais vraiment le sud-sud, et moi j'habite dans le nord-nord, c'est-à-dire que j'habite en Normandie, et j'ai eu 11 heures de route. Pour info, 3615 ta vie, j'en ai peut-être rien à foutre, mais je préfère te le dire quand même. Ce qui se passe, c'est que je suis parti vendredi à 1h du mat, j'ai traversé la France pour pouvoir arriver à Toulouse. Une fois qu'on est arrivé à Toulouse, on a tout démonté, on a monté l'expo. Le soir, on s'est couché, on était absolument mort. On s'est réveillé le samedi matin hyper tôt pour finir les préparations. Le samedi et le dimanche a été un truc absolument de dingue. C'était tellement dingue que j'ai même pas eu le temps de prendre des photos, de montrer ou de faire des tweets pour vous dire que j'étais là-bas. Vous dire complètement c'était fou. Et il faut savoir que ça s'est terminé à 6h30, on a tout démonté, on a tout mis dans le camion et après, je suis directement remonté. Je sais pas si vous avez vu la météo de merde qu'il y a eu dimanche durant la nuit, mais ça a été un véritable calvaire. Je suis arrivé à la maison seulement que le lendemain matin à 8h, je devais faire la réaction live, mais j'étais en mode zombie. Donc j'ai préféré plutôt lire le chapitre, ne pas faire la réaction live et me concentrer sur ce chapitre parce que... Nom de Zeus, il y a des choses à dire. Petite et dernière chose, je tiens à dédier cette critique analyse à tous les nakamas qui sont venus me voir à la TGS. Vous avez été plusieurs centaines, ça a été un truc absolument de dingue et je vous remercie tellement. Et pour ceux qui sont plus du côté de l'Est, je serai à la Game in Reims. N'hésitez pas à venir, vous allez voir, ça vaut vraiment le coup. Bref, on arrête ici, on va commencer un petit peu à parler de ce chapitre parce que, nom de Zeus, qu'est-ce qu'il y a comme truc à dire? Ça va surtout être axé sur King et aussi sur Zoro. Alors, King, d'après ce que nous dit Queen, il fait partie d'une race où il serait le dernier survivant et l'extinction de cette race est liée au siècle oublié. Ça reprend justement une théorie que j'ai faite il y a quelques temps. Il n'y a plus de lunaria féminin pour que King puisse perpétuer sa race. Alors en un sens, on va dire que le King est un peu le dodo, pour ceux qui connaissent, est un peu le dodo de One Piece. Et ce mec, bon, et bien sûr, il a ses différentes capacités, surtout par rapport au feu, surtout quand il peut s'exploser. Et là, Zoro, franchement, il a fort à faire. Et Zoro, pour l'instant, personne qui l'a combattu, ça a toujours été assez easy. Mais là, franchement, là, on le sent qu'il est poussé dans ses derniers retranchements. Et encore une fois, il a fait quand même beaucoup de choses en amont. Il a eu un cachet qui lui a permis de reprendre une énergie. Mais les effets du cachet vont à un moment s'estomper. Donc, c'est vraiment là où il doit battre King. Et là, par rapport à l'attaque qu'il a fait, il le dit lui-même, c'est pas n'importe quelle attaque, parce que les précédentes attaques qu'il avait données, c'était comme des sortes d'essais, c'était pas des attaques en hyper haut level. Et là, il a quand même envoyé une super attaque, et c'est l'attaque toujours où on voit, où il y a le perso qui passe en arrière. En plus, c'est une attaque à un sabre. Donc voilà, donc là, il concentre toute son énergie dessus, et... ça n'a rien fait. Alors j'ai bien aimé parce qu'il y a quand même King qui fait toucher, voilà. Mais il n'y a pas eu de grosse ouverture, il n'y a pas eu de grosses balafres. Donc, il y a une capacité, il y a une endurance, il y a un acquis défensif de la part de King qui est absolument dingue. Et je sais pas c'est quoi, je sais pas si la capacité de défense de King est liée au métabolisme
de sa race, parce qu'il était considéré quand même, enfin sa race était considérée comme des dieux, et encore une fois ça reprend le fait que je pense que Im-sama les a manipulés pour après mieux les détruire, mais ça on verra plus tard quand on aura vraiment, je pense qu'on aura vraiment le final quand Zoro va réussir à battre King, hein, parce que là il n'y a aucun doute là-dessus. Je pense que King va dire ah tu fais partie peut-être de ceux justement qui ont détruit ma race, on va peut-être voir un petit lien, il y a un truc quand même qui pourrait être sympa, mais ce qui est dingue, c'est qu'on ne sait pas si c'est lié justement à sa race ou si c'est lié seulement qu'à sa maîtrise du haki, ou voire même que c'est carrément les deux, c'est-à-dire que c'est sa race, déjà il a une compétence au niveau de sa race qui est absolument dingue, complétée à une maîtrise du haki qui est absolument dingue aussi de l'autre côté, Zoro va devoir surpasser. La chose qui est vraiment excellente, c'est que King a une vision du combat qui n'est pas celle de Zoro. King est un épéiste, mais il s'en fout des épées. L'épée n'est seulement qu'un outil, qu'une arme pour pouvoir détruire quelqu'un d'autre. Sauf que Zoro, lui, à travers ce qu'il a appris, on le voit dans le flashback, et justement, bah tiens, transition, on va parler justement du flashback de Zoro. Durant ce flashback, on apprend quoi? On apprend tout simplement que Zoro n'a pas parlé à n'importe qui, il a parlé à Shimotsuki Kozaburo, qui est le forgeron qui a forgé Enma. Et il dit bien que c'est sa plus belle, c'est son chef-d'œuvre, voilà, j'allais dire sa plus belle réalisation, mais non, c'est carrément son chef-d'œuvre. Et là, on apprend aussi autre chose, et d'ailleurs, je sais même pas, je me rappelle pas, j'ai pas eu le temps de faire la recherche, si durant le flashback de Zoro, où on apprend pendant l'ellipse de 2 ans, quand il a parlé à Mihawk, Mihawk lui explique un petit peu à quoi servent les armes, comment les utiliser, justement avec le haki. Là, on apprend qu'il y a un truc carrément au-dessus, c'est carrément que les armes ont une âme. Et elles décident de donner ou pas une partie ou la totalité de son pouvoir. Et ce qui pourrait être aussi dingue, ça serait de savoir que peut-être que Oden n'a pas pu utiliser la totalité du pouvoir du Enma, et c'est Zoro qui va pouvoir l'utiliser. Ça c'est pas tout de suite, hein, mais je pense que ça sera vraiment plus tard, quand il y aura quand il aura des conversations après, justement avec son katana, en disant là tu m'as donné qu'une partie, mais crois-moi bien, tout ce que tu as dans le corps, tu vas vraiment me le donner. Chose aussi qui est dingue, c'est que si Enma est le chef-d'œuvre de Kozaburo, il y a quand même d'autres katanas qu'il a fait, et les 2 premiers katanas noirs avec lesquels Zoro attaque, et les katanas qui se sont fait détruire justement par Mihawk, eh bien ont aussi été réalisés par Kozaburo, et alors il le dit bien que ces katanas ils étaient vraiment pas bons. Par contre, il a aussi fait le Wado Ishimunji, et donc on peut comparer, on peut se dire que le Wado Ishimunji est l'arme jumelle, enfin, il y a un lien justement entre les deux, et donc il est destiné à les avoir, et que la dernière arme qu'il va avoir, ce n'est pas le Sandai Kitetsu, mais ça va être le Nidai Kitetsu. Il a été forgé par Kotetsu, qui est l'ancêtre de Itetsu, qui lui a forgé le Sandai Kitetsu. Enfin, vous voyez un petit peu, il y a une folie au niveau des noms des épées. Enfin bref, c'est un bordel innommable. Et là-dessus, on arrive sur autre chose, c'est-à-dire que depuis un bout de temps, on a la mise en place du Haki des Rois sur Zoro. Eh bien, l'utilisation du Haki des Rois, la force qui émane de lui, va peut-être être reconnue par le Enma. Il n'y a aucun doute sur le fait que Oden, lui aussi, maîtrisait le haki des rois. D'autres haki, qui est le haki offensif et le haki de l'observation, tous les humains le possèdent, toute créature le possède. L'inconvénient, c'est que ils arrivent ou pas à en prendre conscience, ils arrivent ou pas à l'éveiller. Là, ce qui se passe, c'est que le haki des rois, on reprend vraiment là-dessus, tout le monde ne l'a pas. Il n'a qu'une toute petite partie qu'il a, et encore une fois, Zoro, bah voilà, il l'a. Est-ce que après Sanji va l'avoir? Ça, on verra bien plus tard. Le haki des rois doit être un aimant à haki des rois. Il doit y avoir là-dedans une sorte d'aura qui font que, involontairement, les gens qui le possèdent, même sans en avoir conscience, s'attirent. Rayleigh, il a sûrement le haki des rois, et peut-être qu'il a rencontré Roger à cause de ça, parce que involontairement, ils ont été attirés l'un vers l'autre sans qu'ils en aient conscience. Le haki des rois
est nécessaire dans l'évolution de Zoro. Justement, parlons de cette évolution. Moi, il y a un truc qui me chagrine un tout petit peu, c'est les origines de Zoro. Il était sur East Blue, donc on sait aussi que les personnes qui ont fondé le village de Shimotsuki sont partis il y a plus de 50 ans de Wano Kuni, ont été sur East Blue. East Blue qui est considérée comme la plus faible des mers, et je pense qu'ils ont aussi été sur cette île et sur cette mer pour qu'ils ne soient pas retrouvés. D'ailleurs, Shimotsuki Kozaburo, dans le flamèche qu'on le voit, j'espère que les autres vont pas trop dire de conneries sur moi en disant que je suis un samouraï puissant, qu'on forge des épées, tout ça. Pourquoi? Parce que la marine, après, pourrait avoir un intérêt et il pourrait être reconnu et il pourrait avoir des emmerdes. Zoro, on ne sait pas d'où il vient. Est-ce que c'est des pirates qui viennent, qui sont venus d'une autre île? Est-ce qu'il fait partie des gens qui sont originaires d'ici? Parce qu'il y a un gros souci. Beaucoup de personnes disent, et c'est un petit peu ce que Ishiroda essaye de nous amener, et j'en parlais justement dans une vidéo par rapport à Ryuma, c'est-à-dire que si Zoro est un descendant de Ryuma, le combat qu'il y a eu et la transmission du Shushui est absolument génial à travers ce qui s'est passé au niveau de Thriller Bark. Quand il a combattu, il y en a beaucoup qui disaient qu'il faisait justement penser à Shimotsuki Oshimaru. Il n'est pas n'importe qui, même il est décédé il y a 20 ans et il fait partie d'une lignée, la lignée de Ryuma. Ryuma et son physique était connu, et donc Zoro enfant, par rapport aux techniques, par rapport au fait qu'il maîtrisait les sabres, qu'il arrivait à battre des adultes, c'est-à-dire que si il est lié à Oshimaru, obligatoirement, il aurait dû être reconnu, vu qu'on est dans le village qui vient de Wano Kuni. Il n'y a aucune info qui nous est donnée là-dessus. C'est ça qui est dingue, parce que c'est-à-dire que la puissance qu'a Zoro est lié bien sûr à son entraînement qui est absolument dingue, mais si c'est vraiment un descendant du clan Shimotsuki, il a et surtout de Oshimaru, il a obligatoirement dans ses gènes cette compétence, cette capacité à devenir quelqu'un d'exceptionnel, d'où aussi l'existence du Hakidarwa. Et je sais pas si ça a été volontairement fait dans le but qui dépasse ses limites pour devenir quelqu'un. C'est-à-dire que les gens savaient qui il était et à quoi il devait arriver par rapport à ses descendants, mais dans leur tête, ils se disaient, si on dit à Zoro de qui il vient, peut-être qu'il va être en mode relax en se disant, ouais mais de toute façon c'est pas grave, j'ai les capacités. Peut-être qu'ils lui ont caché ses origines, voyant qu'il était quelqu'un qui voulait toujours aller au-delà de ses capacités, pour lui donner l'optique d'atteindre quelque chose qu'il ne pourrait pas avoir parce qu'il n'appartenait pas à une certaine lignée. C'est, encore une fois, c'est hyper alambiqué comme raisonnement, mais comprenez-moi bien, c'est là où je comprends pas. Physiquement, il ressemble à Oshimaru qui est du clan Shimotsuki. L'île a été créée par des personnes qui sont parties de Wano Kuni qui appartiennent au clan Shimotsuki. Il est peut-être l'un des descendants de Ryuma qui est une personne absolument dingue. Il est absolument inconcevable que si Zoro ressemble, et on le voit justement par rapport au physique, ils le disent au niveau de Wano Kuni, il n'y a pas que moi qui le dit, tout le monde le dit, Ishiroda aussi le dit, je ne comprends pas comment dans la jeunesse de Zoro, il n'est pas eu, à un moment, il n'est pas entendu quelqu'un en disant, oui mais lui, il appartient sûrement à ce clan-là, donc il est voué à accomplir des grandes choses. Enfin, vous voyez, enfin, je sais pas, est-ce qu'il y a quoi, ça a du mal à se lier, et vous savez comment je suis, j'aime bien savoir les choses et essayer de trouver. Bref, voilà un petit peu ce qu'il y avait à dire. C'est sûr que les prochains chapitres vont absolument dingue. Le combat de Zoro contre King, c'est un truc qu'on attend depuis tellement longtemps. Un combat où enfin Zoro en chie, et oui, il en chie, mais
La victoire de Zoro ne fait aucun doute et les techniques et la puissance et les informations qu'on va encore avoir, surtout sur King, hein, je reprends, je veux vraiment savoir vraiment toutes ses origines. Bref, on les aura dans les prochains chapitres. De toute façon, les prochains chapitres, ça va être King et Zoro, on a Queen et Sanji et après, on passera vraiment sur le best du best, c'est-à-dire Luffy contre Kaido. Enfin, j'espère que vous aurez aimé cette critique analyse. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, partager autour de vous. Laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut, Bella Kaba.